Mais bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Je vais me tourner un peu vers vous de temps en temps, mais je vais focuser sur mon invité. Pour commencer, merci d'avoir bravé la canicule haïtienne, disons-le. Monsieur nous a emmenés de la chaleur et de l'humidité. Alors, ce soir, nous avons notre invité que je vais laisser se nommer. Ou est-ce que vous voulez essayer de deviner comment on prononce son prénom? Zurkash. Zurché. Zurché, Zurka. Zurcher. Et donc, Mais généralement, c'est comme ça qu'on prononce, c'est Zurché. Normalement, c'est Zurché. Mais il y a des gens qui disent Zonken, qui disent Zurker, etc. Mais j'ai pas de problème avec ça. mais si on veut le dire typiquement haïtien, on dit Zurché. Oui, typiquement, c'est Zurché. Mais normalement, c'est un nom d'origine allemande. Donc, normalement, on ne peut pas prononcer ça comme ça, Zurché. C'est Zurker. Et est-ce que tu sais pourquoi tes parents t'ont donné ce prénom? Ouais, c'est mon papa en lisant un ouvrage. Donc, il a vu ce nom-là. Il a dit que c'est un nom très intéressant. D'accord. Et mardi, comme nom de famille. Oui, c'est le nom de famille. Parfait. Donc, Zurché. Zurché. Mardi. C'est un nom allemand, je crois. Oui, c'est d'origine allemande, oui. Ouais, d'origine. Non, c'est un mot. D'origine allemande. Comme il dit, son papa a fait la lecture d'un ouvrage et il a aimé le nom. C'est ça, probablement. Donc, Zurché, on va tout de suite aller voir d'où tu viens. Pour, ça va, je me permets de te tutoyer. Oui, oui, il n'y a pas de problème. Parfait. Donc, j'ai découvert l'existence de ce monsieur parce que sur les Internet, comme vous dites, il y a eu une belle annonce en novembre 2023 que Ville de Laval était pionnière, encore une fois, puisque le Fonds de recherche du Québec et toutes sortes d'autres organismes se sont mis ensemble pour financer le poste de scientifique en résidence auprès de Ville de Laval. Donc, monsieur a son mandat est professeur à Quentin. Il a un horaire très occupé, mais on est content de l'avoir parmi nous. Il enseigne à l'UQAM et il est ici à Laval à toutes les semaines à travailler. Tu vas mieux nous expliquer que moi ce que tu fais, mais en fait, il est ici pour conseiller et accompagner le développement durable. Donc, c'est pour ça que j'ai eu l'idée de l'inviter aujourd'hui en l'honneur de la Journée mondiale de l'environnement. Et déjà très occupé, monsieur avait beaucoup d'obligations aujourd'hui, mais on termine la journée ensemble. Alors, Zurcher mardi, si tu veux bien nous parler un petit peu de ce que tu fais à Laval. Puis Oui. après, on va partir de où tu es parti. Mais juste pour qu'on sache un peu qu'est-ce que tu fais ici à Laval. OK, il n'y a pas de problème, mais il y a une chose que j'aimerais souligner. Donc, tu as dit que je suis professeur. Je suis chargé de cours parce qu'il y a une différence au niveau universitaire entre chargé de cours et professeur. Mm-hmm. Donc, être professeur, donc on est titulaire. Mais je lance dans l'univers. On sait que tu cherches. Alors, j'anticipe sur l'automne prochain. Ouais, probablement. Tu seras professeur. Oui, mais c'est un peu compétitif, donc Monsieur Mardi, peut-être élever la voix. Oui. OK, on me critique tout le temps pour ça. Là. Ou alors, vous rapprochez de lui, parce que monsieur... Mais on peut pas parce qu'il se rapproche et rentre plus dans la caméra. Ah. Vous pouvez avancer, par exemple. Ah, c'est sérieux. Caméra, Tout ça, tout fait bien. OK, je vais faire un effort pour parler plus fort. Ben, c'est naturel, je ne veux pas le faire trop fort. OK. Alors, en quoi consiste le poste, justement, à Laval? Bon, je joue un rôle de conseil scientifique au sein de la ville de Laval. Donc, c'est comme un stage postdoctoral qui est financé par le Fonds de recherche du Québec. Donc, c'est un programme, je peux dire, tout jeune. Donc, c'est un pilote. Donc, le souci, c'est que le Fonds de recherche du Québec souhaite renforcer, par exemple, la capacité d'innovation et les conseils scientifiques dans les administrations publiques, dont les municipalités, il y a les ministères, les bureaux du Québec à l'étranger. Donc, ça donne l'occasion à des personnes qui sont titulaires de doctorat d'explorer, par exemple, de nouvelles perspectives de carrière, sont bien d'orienter, par exemple, leurs compétences en recherche, et d'une manière générale, ou bien autrement dit, de diversifier, par exemple, leurs compétences. Donc, moi-même, j'ai été sélectionné parmi les différents candidats qui ont postulé pour ce poste-là. Donc, je suis à la ville de Laval comme conseiller scientifique pour alimenter, par exemple, les réflexions, les travaux vis-à-vis des changements climatiques. Bon, pour l'heure, donc, on est en train de travailler sur la mise à jour du plan climat horizon 2035. Donc, le premier plan 2020-2024 arrive à échéance. Donc, maintenant, je travaille très fort, donc je contribue très fort dans le cadre de la mise à jour de ce plan climat-là. Donc, c'est 26-30. 26-30. Ouais. Donc, en gros, c'est ça que j'ai fait au sein de la ville de Laval. Parfait.
On attend que... Oui, non, on peut prendre La des questions. solution, pour moi, c'est de s'approcher. Oui, Parce que tout ça, c'est libre, puis on sait qui préduit. Ça en a l'intéressant. C'est intéressant. la biographie a été partagée depuis quelques temps, mais j'avais quand même un Oui, petit oui. peu pour montrer. Donc, Sarah a fait des études en Haïti, mais aussi en Belgique, avec une bourse d'excellence. Ça, on en avant, on le comprend. Donc, on va se promener. Oui, on va se promener. Donc, Comme eux, là. On va les laisser finir de s'approcher. c'est mieux comme ça. Voilà. Tant mieux. Et puis, tu as terminé un doctorat, là, tu es en post-doctorat. C'est un C'est ça, post-doctorat. Au fond, j'ai payé le financement du fonds de chez eux. Il ne faut pas baisser la barre, il faut continuer à aller. Ils se sont rapprochés, mais... C'est ça. Et donc, là, on va regarder le pays d'origine qui est Haïti. Mais toi, tu n'es pas natif de Port-au-Prince. J'ai mis une autre, on voit ici un peu Haïti, mais j'ai mis les photos. Si tu peux nous Oui, expliquer. je suis né ici, là, au niveau de la péninsule du sud d'Haïti, une commune qui s'appelle Port-Salut. Mais j'ai pas été élevé ici à Port-Salut. Bon, c'est une commune, ma mère est originaire de cette commune-là. Son père est originaire d'une commune lévinoise qui s'appelle Rochamato. Ici. Oui, Rochamato. Donc là, j'ai 2 ans, je commence avec mes études de maternelle, primaire. Donc, après mes études au certificat d'études primaires. Donc, ça, c'est primaire. Ouais, ça, c'est l'établissement ici. Donc, on a laissé Rochabateau pour aller s'installer à Port-au-Prince, donc afin de poursuivre les études secondaires. C'est un collège qui s'appelle Collège Adventiste des Est-ce que c'était la photo ici? Ouais. Non, c'est pas la photo ici, ça, c'est la ville de Rochabateau. Ok. Ça, là, c'est la ville de Rochabateau. Rochabateau, c'est l'établissement. Donc, Port-au-Prince. Port-au-Prince, c'est pour faire mes études secondaires, et ensuite, études universitaires. Donc ici, là, c'est une étude secondaire ici, là. Donc, l'école adventiste des Philippe. Et ensuite, ici, c'est une université qui se fait, c'est une université privée. J'ai fait mes études en sciences agronomiques ici. C'est quand même une université reconnue. Ah ouais, on considère ça comme une université prestigieuse. Oui, au exact. Ouais. Oui. C'est une institution privée. Donc, j'ai fait des études en sciences agronomiques ici, 5 ans. J'ai passé 5 ans ici. À l'issue de cette formation-là, j'ai trouvé une bourse d'excellence, donc de la part de l'Agence universitaire de la francophonie, pour aller étudier en Belgique, faire une maîtrise en gestion d'administration à l'université. Ça, ici, l'UTE, c'était en Haïti. Ouais, c'est de retour, là. C'est après? Après ma maîtrise. Il y a beaucoup d'allers-retours. Après ma maîtrise en Belgique en gestion d'administration. Alors, je suis désolée, j'ai vu dans le vélo. On va se rendre en Belgique, donc. Ouais, c'est Voilà. ça, c'est en Belgique. Donc ici, c'est l'établissement s'appelle Jean-Loup à Bibliothèque qui intègre aujourd'hui l'Université de Liège. Donc c'est là que j'ai étudié. Donc c'est une formation que j'ai faite, comme j'ai expliqué tout à l'heure là, que je disais. C'est en gestion des risques naturels, tout ce qui est hydrométéorologie. Ça fait une belle ville, Liège. Oui, c'est une très belle ville. Ouais. Oui, c'est 12 des Volochrome. Ouais, c'est ça. C'est l'histoire. C'est plus de 120 années de distance. Avec des auditoriats. Ouais. Les amphithéâtres. Mhm. Voilà. De retour au pays, donc... Je suis de retour, puis on va revenir en arrière. Désolée. Donc, de retour en Haïti. Avant d'aller travailler ici, donc comme spécialiste environnemental et social, j'ai été recruté par le gouvernement haïtien au sein d'une structure qui s'appelle Comité interministériel d'aménagement du territoire, comme expert junior en aménagement du territoire. Donc là, je travaillais sur un gros projet qui a été financé par la Banque interaméricaine de développement et la Banque mondiale. Donc c'est juste pour faire des travaux d'aménagement dans un endroit qu'on appelle corridor Cap-Haïtien en Amérique. Donc j'ai travaillé pendant 2 ans et demi comme expert junior en aménagement du territoire. Par la suite, j'ai été recruté par l'unité technique d'exécution, donc qui est une institution sous tutelle du ministère de l'Économie et des Finances, qui est 100% financée par les bailleurs de fonds internationaux. La Banque interaméricaine de développement, la Banque mondiale, l'Agence française de développement, l'USAID, etc. Donc, à ce moment-là, je jouais le rôle de spécialiste environnemental et social. Parce que là, on finançait un gros projet à hauteur de 50 millions de dollars. Donc, c'était pour construire des bâtiments scolaires à travers tout le pays. Donc, j'étais là pour faire des plans de gestion environnementale et sociale et pour faire le suivi de ces plans de gestion environnementale et sociale parce que les bailleurs de fonds là, donc que ce soit la BNID, la Banque mondiale, ils veulent que
Si ces structures-là financent une activité, on doit faire une évaluation environnementale et sociale. Et ensuite, on doit établir des plans de gestion environnementale et sociale parce qu'il faut respecter les aspects environnementaux. Donc, ça, c'est obligation. Et ta spécialité à toi, justement, c'était l'analyse multipartite, donc avec les consultations du terrain. Consultation du terrain, parce que là où l'on construisait les bâtiments scolaires, donc il y a des films de construction, des films de supervision, donc on doit préparer l'espace pour mettre les infrastructures, tout ça. Donc, je surveille, est-ce que c'est sur le plan environnemental, ça répond, sur le plan social, est-ce que ça répond. Donc, c'était ça mon rôle, donc de faire des plans de gestion environnementale et sociale, et ensuite de faire la surveillance et le suivi de ces plans-là, avec un ensemble de mesures qui ont été identifiées. Auparavant, on fait une sorte d'analyse, d'examen des différents impacts, que ce soit positif ou négatif, que ces projets vont avoir sur l'environnement, sur la communauté, etc. Ensuite, j'ai défini un ensemble de mesures. Ensuite, j'étais là pour voir est-ce que les gens là qui respectent ces mesures-là. C'était ça mon rôle. Donc, j'ai travaillé pendant au moins 3 ans. Après, donc, j'ai laissé ce boulot pour venir m'installer ici, donc, au Québec, en tant que résident permanent. Oui, ça. Pendant que vous parlez, dans ma tête, je regarde Haïti aujourd'hui, puis vous parlez de développement, d'écoles un peu partout. C'est en quelle année? Ça, on a l'impression que ça doit être il y a 20 ans, il y a... Non, je suis pas trop jeune que ça. Non, c'est ça, vraiment. On a l'impression qu'actuellement, ils ne peuvent pas se faire des choses. Timidement, on fait des choses, mais c'est en dehors de la capitale, parce qu'avec la violence des gangs armés au niveau de Port-au-Prince, là, c'est un peu difficile. Donc, c'est une des raisons, je suis pas allé en Haïti depuis 7 ans. Ouais. Mais c'était en 2002, j'ai été recruté en 2013, j'ai laissé en 2016 comme ça, 13, 14, 15, 16, 3 ans et quelques mois. Merci. C'est ça. Mais pour le moment, comme vous disiez, là, c'est un peu difficile de travailler à Port-au-Prince. Mon bureau se trouvait à Port-au-Prince, mais je faisais des va-et-vient entre Port-au-Prince et les endroits où on reçoit les écoles. Est-ce qu'il y a des écoles qui existent maintenant suite au projet? Oui, il y a des écoles, oui. Donc, le projet réussi, oui, voilà. Et là, abouti. Oui, ça aboutit. Et toi, tu as abouti à l'UQAM. À l'UQAM, donc, je suis arrivé ici au Québec en 2014 et j'ai dû laisser pour retourner en Haïti pour continuer avec mes activités, comme je viens d'expliquer là. Ensuite, 2016, je suis arrivé au métavers définitivement. De là, j'ai commencé avec une maîtrise en sciences de l'environnement de l'UQAM. Par la suite, un doctorat en sciences de l'environnement. Et après mon doctorat, donc, j'ai été recruté au département de géographie de l'UQAM comme chargé de cours, donc enseigner le cours d'évaluation environnementale stratégique. C'est un cours qu'on donne à la maîtrise, au département de géographie, un cours d'études d'impact qu'on donne au bac. Donc, quand on parle d'évaluation environnementale, donc stratégique, donc c'est tout ce qui est en amont des politiques, des programmes, des plans. Et quand on parle d'études d'impact, c'est surtout au niveau des projets. Parce que quand on fait un projet, donc ça va avoir des impacts sur l'environnement, la population, etc. Donc, c'est un cours qui donne les bases, par exemple, pour réaliser des études d'impact, et ensuite de faire des évaluations environnementales stratégiques. Question rapide, mais ne soyez pas trop technique. Quand on fait une étude d'impact au plan social et environnemental, en Haïti, c'est une chose. Ailleurs, c'est autre chose. Même si les bases scientifiques, je suppose qu'elles sont à peu près les mêmes. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que vous aviez de la difficulté à réaliser les programmes, par exemple, construire des écoles, tout en mesurant l'impact social? Voilà la question. Oui, donc, mais ça dépend des réalités. Par exemple, si on prend la réalité en Haïti, donc surtout dans les milieux ruraux, donc la majorité, la plupart des gens ne savent pas lire. Donc, la plupart, on doit se baser sur les savoirs traditionnels et le fou. Donc, il faut pas mettre ça de côté. Les réalités du milieu, quand on fait ce genre de choses. Oui, donc on doit examiner les impacts négatifs, que ce soit sur le plan environnemental, que ce soit sur le plan social, mais tout en associant les réalités du milieu. D'ailleurs, quand on s'est parlé pour la pré-entrevue, tu m'as dit, arrivé à Laval ici, tu étais épaté de voir que toutes les données
tu demandais et tu obtenais. Ça, Ça, c'est pas possible comme ça en Donc, Haïti. en Haïti, c'est avec beaucoup de peine pour trouver des données. C'est ça. Ici, tu en avais Ouais. comme tu voulais. Tu demandais. Bon, ben, Tiens, on trouve les données facilement ici. oui, tout est public. Oui, tout est public. Donc, ça facilite. Ça facilite les choses, oui. Ça facilite les choses. On sait que Haïti, c'est un pays en voie de développement. Donc, il y a beaucoup de choses. Ben, je voulais justement, parce qu'il y a quand même une continuité au niveau scientifique et technique, mine de rien, environnement, études d'impact social. Mais quand on arrivera à Laval, là, j'aurai peut-être des questions plus précises sur comment ça se passe à la ville de Laval. Oui, OK, il n'y a pas de problème. Mais il faut toujours regarder les réalités pour faire l'ajustement. OK. Oui, c'est ça que ça dit. Même si sur le plan scientifique, les bases existent, mais les réalités, il ne faut pas mettre ça de côté. Ouais. Et tu te spécialises justement en multi-critères. Ah oui, donc nos cours que je donne à l'UQAM également, donc on introduit l'outil d'aide multiplier à la décision. Donc, on Est-ce que utilise pour nous qui sommes néophytes, est-ce qu'on peut expliquer un peu en quoi ça consiste concrètement? OK. C'est un outil d'aide à la décision. Donc, généralement, on utilise un ensemble de critères pour faire des évaluations. Parce que des fois, on peut avoir plusieurs scénarios et des fois, c'est un peu difficile de voir quel est le meilleur scénario sur le plan environnemental, sur le plan social, etc. Par exemple, si on veut prendre les différentes dimensions du développement durable, que ce soit économie, sociale et écologie. Donc, à ce moment-là, on utilise cet outil-là. Donc, on met plusieurs critères ensemble. Est-ce Donc, que, mais généralement, ça se fait en contexte initiateur. donc, avec l'acceptation justement du public, les consultations citoyennes et autres. Sûr, ouais. Parce qu'on doit connaître les préoccupations des gens. D'accord. Parce que c'est vraiment un outil qui permet la transparence. Ça permet de faire parler les gens dans l'extérieur, de prendre leurs préoccupations en compte. Puis est-ce que si on regarde la différence en Haïti, qui était plus de tradition orale, est-ce que l'acceptabilité était plus facile là-bas ou ici? Ça, c'est un peu mitigé. Comme j'expliquais tout à l'heure, il faut voir tout le temps les réalités. Les réalités sont vraiment différentes. Parce que moi-même, j'ai eu la chance de faire ma thèse doctorale en Haïti. Donc, c'est une thèse que j'ai réalisée sur un bassin versant rural. Donc, là, j'ai été dans l'obligation de discuter avec des gens qui ne savent bien lire. Donc, vous voyez que les réalités sont un peu différentes. Une fois venu à Laval ici, donc c'est pas du tout la même chose. Je vois. Ouais. Et on arrive à Laval. J'ai plus Laval. Donc, j'ai vu cet article que je trouvais sympathique, justement, qui annonçait qu'il y avait enfin un scientifique en résidence à Laval. Et j'ai recopié un peu ici avec les grandes mesures. Donc, ça, c'est la première. Laval était la première à participer au projet pilote. La semaine dernière, tu étais en conférence avec Julie Desruimères, scientifique que vous comprenez tous très bien, Madame Costilus. Et la dame venait de Beauce, si je me rappelle bien. Elle est scientifique en résidence, elle vient aussi pour 100. Oui. Pour 100, oui. Est-ce qu'elle est elle aussi dans l'environnement? Pas tout à fait environnement. Ouais. Donc, c'est un processus d'apprentissage en train d'apprendre. OK. Parce que c'est ça, ce stage postdoctoral, c'est comme gagnant-gagnant. Donc, on apprend de la ville, ensuite la de monde. C'est ça. Donc, c'est Laval qui avait choisi la thématique environnementale? Oui, en collaboration avec les Fonds de recherche du Québec. Suivant leurs besoins. Parce qu'aujourd'hui, là, ils travaillent sur l'établissement de plan de gestion intégrée de Nice, la mise à jour du plan climat. Donc, sur des zones-là, donc, on a besoin de quelqu'un spécialiste en environnement pour apporter un peu de support. Un petit peu plus ici sur toi, mais aussi sur le programme. Ouais. Voilà, ici, le plan climatique horizon 2035. C'est ça, 2035. Donc ici, là, je travaille fort sur la mise à jour de ce plan-là. Donc, je travaille sur une outil d'analyse de risque. On regarde les différents aléas et comment ces aléas vont affecter les différents systèmes et composants, tout ça là, de regarder les différentes caractéristiques en termes d'exposition, sensibilité, capacité de détectation, les mesures, les conséquences directes, indirectes que ça va c'est sur le travail qu'on est en train de faire afin de bonifier le plan climat. Moi, j'ai une question sur le plan climatique. Je ne sais pas si tu peux nous en parler dès maintenant, mais parce que tu es quand même scientifique invité, tu ne parles pas au début de Laval, mais est-ce que tu peux nous dire si ce plan va, selon ton expérience, quand on parle avec Haïti, où il fallait que tu approches les gens, tu leur expliques tout ça, bon,
est-ce que le plan pourrait heurter des gens à Laval d'une manière ou d'une autre dans leur quotidien ou tu sais parce que le plan climatique, est-ce que ça implique des berges? Est-ce que ça implique des changements d'attitude, de comportement des citoyens? Est-ce que ça implique des investissements fabuleux? Et est-ce que tu peux nous donner quelques pistes? Oui, ça touche différents points. Il y a la nature, il y a santé, bien-être, il y a les infrastructures, donc on parle des bâtiments responsables de tout ça. Donc, Les bassins de rétention. de bassins de détention, donc ça touche différents. Je peux même dire que c'est un peu multidisciplinaire. Donc ça touche différents aspects de la société, que ce soit l'écologie sociale, l'économie. Donc, voilà, je trouve que c'est intéressant, là, les aspects abordés dans surtout le plan climat horizon 2035 pour Laval. Donc, je suis en train de travailler sur la mise à jour 2630. Donc, on agit sur plusieurs aspects importants de la société. Et au niveau de la ville, est-ce que vous traitez essentiellement avec le service de l'environnement, c'est-à-dire ceux qui travaillent sur les zones inondables, les berges, les milieux humides et ainsi de suite, ou est-ce que vous êtes invité à des tables où il y a plusieurs services qui se parlent pour le même objectif? Oui, il y a plusieurs services. C'est pas seulement l'environnement. L'environnement, je peux dire, c'est l'élément central, mais il y a d'autres services de la ville qu'on travaille avec parce qu'on parle de bâtiments responsables. Il y a les gens qui sont responsables des questions de bâtiments. Il y a l'aspect agriculture également, donc aussi la ville. Il y a le bureau de la résidence municipale. C'est un ensemble d'acteurs. On travaille avec un ensemble d'acteurs. Bien qu'il y a un problème au niveau de la ville, donc, parce que j'ai eu, dès le début, de faire une analyse systémique des différentes politiques de la ville. Et comme inconvénient, je vois que généralement, les gens, ils travaillent en silo. C'est-à-dire, ils travaillent les propres côtés. Donc ça, c'est vraiment un handicap. Et j'ai souligné ça dans le cadre de la mise à jour du document. Donc, on doit pas travailler en silo. Parce que c'est un travail qu'on fait ensemble. Mais, les inondations de l'été dernier, tu étais déjà en poste? Oui, depuis. Oui. Est-ce que ça a affecté, est-ce que tu as été appelé à poser des solutions, des mesures? Non, dans le cas de l'inondation, non. Mais le but nouveau, auquel je me rattache là, qui s'appelle le niveau de la résidence municipale, les gens, ils ont travaillé fort dans le cas de cette inondation, vraiment là-bas. Okay. C'était surtout sur le parfait. Donc, est-ce que cette expérience, cette catastrophe-là affecte justement le plan pour les années à venir? Parce que j'imagine... Ben oui, quand on fait la mise à jour là, il faut prendre en compte ces événements extrêmes là, oui, c'est important. Parce qu'on est en train de travailler sur différents aléas, donc il faut voir les éléments, je peux dire, les nouveaux éléments. OK. Ouais, extrêmes surtout. Oui. Puis dans l'équipe avec laquelle tu travailles, est-ce que tu as eu on a parlé des différences entre travailler en Haïti avec le public et travailler ici. Est-ce qu'au niveau de collègues de travail, il y a aussi des différences? Quand tu dis différence, qu'est-ce que tu veux dire? Culturelles ou juste de manière de travailler? Vu que tu as travaillé dans 3 milieux francophones, c'est pas la langue qui serait différente. Est-ce que les manières de travailler étaient similaires ou différentes? Oui, je veux dire oui. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, en Haïti, donc, j'ai été recruté comme consultant spécialiste environnemental pour travailler au sein d'une institution, je veux dire, gouvernementale. Oui, à Laval, c'est de l'administration publique, mais c'est des points différents parce que, vous le savez, donc, Haïti, ça a payé, comme je disais tout le temps, donc, l'envoi de développement, des fois, il y a beaucoup de corruption, mauvaise gouvernance, tout ça, etc. Donc, qui n'est pas sur les institutions. Donc, ici, ça va mieux. Donc, ces genres de problèmes, on ne les voit pas. Donc, je peux dire qu'il y a vraiment de grandes différences. Quand je compare, par exemple, l'administration publique en Haïti et l'administration publique québécoise. C'est la même. Et est-ce qu'en Belgique, tu as pu voir un peu ou non, c'était que l'université, en fait? C'était à l'université. Parce que donc, je faisais ma maîtrise en gestion des ressources naturelles. Donc, à ce moment-là, je travaillais sur les bassins de santé gravés. Donc, c'est sur 3 universités. D'accord. Puis au niveau culturel, est-ce que tu as vécu un choc culturel en Belgique et ici? Oui. Oui. On peut dire ça. Même en comparant à ici également. Donc, je viens de pays tropical humide. Le froid ici, là, à l'hiver, donc c'est vraiment un choc.
parce que là, ça m'a affecté, je dirais, si j'avais un problème environnemental. Donc, et une fois arrivé ici, je pouvais pas dormir en hiver parce que l'hiver, il fait froid, et ensuite l'air est sec. Alors qu'en Haïti, il fait chaud, l'hiver aussi humide. Donc, une fois arrivé à l'hôpital, j'ai expliqué ça, on me donne des tas de médicaments pour dormir, mais ça n'allait pas. Et finalement, on a pu voir que c'était un problème environnemental. Non, mais juste à mettre... Pour dormir, il faut mettre quelque chose pour humidifier la salle, que je puisse dormir. Donc, maintenant, les problèmes, c'est retenu, ça va. Et c'est ça, c'est un élément fondamental. Quand tu peux pas dormir, c'est difficile. Oui. Tu peux pas travailler. Les politiques environnementales sont dirigées ou entre autres mises de l'avant par deux gouvernements. Le gouvernement fédéral, le gouvernement québécois. Qu'est-ce qui reste à la municipalité? Est-ce que vous trouvez qu'il y a aménagement possible, puisque il y a trois sources? C'est travail, oui, québécois, municipal. Est-ce que, je sais pas moi, il me semble que pour quelqu'un qui vient de l'extérieur, c'est déjà, Haïti, c'est un bloc. Un bloc, oui. C'est un bloc. Oui, sûr. Là, vous avez affaire à trois blocs. Et est-ce que la municipalité, selon vous, n'est-elle pas sous la responsabilité de ces gouvernements supérieurs et doit obéir à ces, autrement dit, quelle est son autonomie? Est-ce que vous trouvez que ça fonctionne bien? En disant les différentes politiques là que j'ai eu à faire les analyses, à chaque fois on voit qu'ils font des références, par exemple, à des politiques provinciales, des politiques fédérales. Donc à chaque fois on voit que ils essaient de faire des références pour essayer de rapprocher un peu. Donc c'est ça que j'ai fait comme constat. Est-ce que c'est voulu? Non, c'est ça d'apprentissage pour moi. Je suis un apprentissage. Ouais, je suis un apprentissage. J'apprends beaucoup à travers cette analyse-là des différentes politiques de la Québec. Mais aussi, c'est que le projet pilote est à plusieurs paliers parce que tu as assigné à la ville, mais le Fonds de recherche du Québec, c'est provincial. Oui. Donc, le projet est financé par le provincial pour le niveau municipal. C'est ça? Oui. De ce que j'ai compris. Oui, mais il a parlé comment je vois, par exemple, ces différents paliers par rapport aux différentes politiques établies par la ville. OK. C'est ça, mais des fois, en lisant les politiques, on voit certaines fois, ils font des références. Par exemple, Est-ce qu'il y a des contradictions? Qu'est-ce qui ont été établis au niveau provincial? Qu'est-ce qui ont été établis au niveau fédéral? Donc, ce que tu veux dire, c'est que tu as l'impression, ce que tu vois, c'est que la ville doit s'arrimer C'est ça. d'une manière ou d'une autre avec la cohérence. politique fédérale ou provinciale. Indirect, enfin, il faut qu'elle s'arrime quelque Ça part. va l'image, oui. Donc, il n'y a pas de politique, comment dire, municipale propre autonome, mais doit être arrimée à ce qui existe déjà dans le palier supérieur, Oui, dépendamment du contexte. selon le contexte. Oui, c'est ça. Mais si vous permettez, je mets mon petit grain de sel en donnant un exemple. On parle de zones inondables, par exemple. D'accord? Des zones inondables, normalement, on ne peut pas construire dessus. Et c'est la politique provinciale, c'est la politique du Québec qui donne le ton aux différentes municipalités ou villes ou MRC, ainsi de suite. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, effectivement, la ville doit s'adapter à ça. Par exemple, ne plus délivrer de permis de construire, première contrainte, mais aussi, c'est la ville qui supporte tous les inconvénients en cas de crise, par exemple, s'il y a des inondations, s'il y a du gel, s'il y a des conduites d'eau qui éclatent, ou ainsi de suite. Donc, non seulement elle est tributaire de cette politique provinciale, mais elle doit gérer les crises localement. Et donc, elle a besoin d'une vision, elle a besoin d'une réflexion pour parfois aller au-devant de ce que va proposer le gouvernement. Voilà. Et la vision stratégique, probablement qu'elle servirait aussi à ça. C'est-à-dire, il y a quand même un dialogue avec le Québec sur des choses. Bon, je ne connais pas tout ce qui se passe dans le service de l'environnement, mais certainement qu'il y a ce dialogue. Donc, la ville va aussi donner son point de vue pour dire, attention, à Laval, il y a telle particularité, nous sommes une île, qu'est-ce qui se passe, et ainsi de suite. Ouais, c'est bien synthétisé. Ouais, c'est ça. Et
Est-ce que le mandat actuel termine pas au moment où il était? Ça va prendre fin le 13 novembre parce que j'avais commencé le 13 novembre 2023, donc c'était 2 ans. C'est une année avec possibilité de renouvellement, donc ça a été renouvelé. Donc on peut pas renouveler ça une deuxième fois. Donc je peux laisser le 13 novembre 2025, mais je vais laisser avec le cœur déchiré parce que j'ai travaillé sur plusieurs dossiers, donc je me demandais est-ce que je vais avoir le rendu de ces dossiers-là. Donc je vais laisser comme ça pour partir. Bon. C'est la vie. Est-ce que tu serais ouvert à être recruté pour rester en poste? Bien sûr, s'il y a des appels. S'il y a des appels, donc j'ai pas de problème. La collaboration, elle est très bonne. Donc, Oui. je peux pas me plaindre. Elle est très bonne. Puis au niveau humain, est-ce que le fait de travailler justement avec tous ces gens, est-ce que tu as pu découvrir des particularités que tu dis, ah, ça c'est vraiment québécois? Ça, ouais, il y a des termes que les gens utilisent avant même que je ne connaissais pas. Oui, on parle le français, mais pas le français. Oui, des fois, pour des théories, ils ont dit c'est bagaré. Oui. Ouais. Des fois, ils disent pantoute, c'est des termes que je ne connaissais pas. Donc, j'apprends. Parce que je me dis, au niveau scientifique, c'est quand même un français un peu plus standard. Mais c'est dans le parler de tous les jours. Non, au niveau scientifique, on ne peut pas être. Ouais, c'est ça. Il faut être un peu soutenu. Mhm. Mais en discutant avec les gens dans des tables de concertation comme ça, donc il n'y a pas de problème de dire pantoute, je comprends. OK. C'est quelque chose qui est vandalé, etc. Des fois, ils ont dit des mots comme tabernacle, quand ça ne va pas trop bien. Passionné. Toute la quincaillerie de sacristie, Oui, on la connaît tous. ouais. Quand il y a quelque chose qui plante à haut, caliton. Ouais, c'est pour ça. Oui, Elisabeth. D'abord, résidence, c'est drôle, je devrais peut-être le savoir, mais être en résidence à Laval, ça suppose quoi? Nouveau logement, au niveau... Ça se passe comment, là, je crois? Quelqu'un arrive, il est en résidence. Non, c'est le terme là, mais on a dit résidence scientifique. Donc, Oui. Est-ce qu'on vous procure un logement? Est-ce que... Non. non. Bien, OK, mais on sait qu'on vous aidait quand même à l'installation et tout, non? Non. La chose qu'on me donne, c'est un ordinateur, un téléphone. Ok. C'est Donc, plus des comme un moyens pour- artiste en résidence, par exemple. Oui, Il est c'est ça. assigné à cette tâche. L'artiste en résidence, il va avoir... Pas nécessairement. Non, OK. Pas Non. nécessairement. Je l'avais rencontré, hein, puis il y avait un local, là. Oui, effectivement. On est sur ouais, ça. ça- Le gouvernement du Québec a des résidences pour artistes un peu partout. Mais parfois, c'est plus être en résidence de manière Être là. non physique. Oui, c'est ça. C'est ça. Il est assigné à ce Voilà, c'est projet. quand même du matériel, l'ordinateur Oui, et tout, exact. puis vous fournissez un peu de Oui. choses. là. Pour frais de carburant, déplacement, tout ça. Là, donc, Oui, parce que tu viens toutes les semaines, quand même. Non, 2 jours par semaine. 2 fois. Je Ça, suis 2 souvent jours. en télétravail. Donc, lundi, donc, on a notre réunion. Non, précisément, on doit être en présentiel, mais on a notre réunion d'équipe quand il faut être là. Ouais. Je vais peut-être reformuler ta question. On a essayé par le choc culturel, tu as dit autre chose, tu as parlé de température, et on a essayé de les mots, les termes. Moi, je vais faire une autre approche. Est-ce que tu as senti un rejet du fait de ton origine extérieure au Québec, au Canada, tu viens d'ailleurs, je parle la résidence à la ville. OK. L'université, c'est autre chose, mais une fois que tu es entré à la ville de Laval, par rapport aux collègues, est-ce qu'il y a des réticences? Est-ce que... Mais jusqu'à date, je ne vois pas ça. Au contraire, je ne vois pas ça. Donc, c'est bien accueilli. C'est très bien accueilli. Donc, Puis est-ce que dans l'équipe, vous êtes de différentes origines aussi? Mais oui. Oui. Il y a des Français, il y a des Congolais, etc. Donc, ça va très, très bien. Quel effet ça fait de voir dans un article qu'on est le premier scientifique en résidence dans une municipalité au Québec? Ça veut donc dire qu'il n'y a aucune autre ville que Laval qui a, à ce jour, fait cette démarche. Pas à ce jour. Pas à ce jour, mais il y en a d'autres qui pourraient. Est-ce que tu as Avant, en novembre, là, quand ça a commencé, donc j'ai été le premier. Oui. Ouais. Depuis- Novembre 2023. depuis Maintenant, ce temps-là, on commence à faire le déploiement dans d'autres municipalités. dans d'autres municipalités. OK. C'est ça. Depuis novembre, il y en a d'autres municipalités qui ont des scientifiques en résidence. Maintenant, oui. OK.
Mais on était les frères. Là, j'étais le pionnier. Ça Exactement. a commencé avec moi. Exactement. Ouais, c'est ce qu'on peut dire. Ouais. Donc, Puis c'était une fierté pour la ville de Laval. Donc, il a commencé avec le premier scientifique en résidence. C'était Oui. Et là, évidemment, pour eux, c'est une manière de... ensuite, ça peut inspirer d'autres municipalités. Voilà, c'est ça. C'est ça. c'est pour ça que la semaine dernière, tu étais assis avec la dame qui est dans la NRC de Beauce. C'est ça. Ouais. Puis Julie Dervillard, qui est une vice provinciale, c'est ça, qui en regard, elle vous posait des questions à tous les deux. Est-ce que finalement, il y avait même si vous n'étiez pas dans les mêmes villes, ni dans les mêmes secteurs, il y avait des expériences similaires? L'expérience qu'on est en train de faire, que je pourrais dire similaire, c'est qu'on travaille sur la mise à jour du plan climat. Ah, elle aussi. Oui, on Ok. travaille sur la mise à jour du plan climat. Est-ce qu'il y avait des similitudes entre la Beauce et là-bas? Donc, j'ai pas discuté pour connaître par rapport à ça, mais probablement il peut y en avoir. Ben là, je peux pas répondre parce que j'ai pas. Mais non. Un scientifique va toujours te donner la réponse. Oui, je sais faire avec. J'ai pas assez d'informations. On ne mettra pas d'hypothèse. Puis côté culture, parce que aussi, je sais que en Haïti, tu étais impliqué aussi dans la culture, dans la... je sais pas comment dire. Le religieux, mais aussi plus catéchiste, si on veut dire. Est-ce que ici, tu as réussi à retrouver une communauté pour ça? En Haïti, oui, à une certaine période, parce que ça fait environ une quinzaine d'années que je ne vais plus à l'église, OK. comme religieux. D'accord. Une fois arrivé ici, donc je mettais ça de côté, donc je n'ai jamais. Mais est-ce que tes groupes d'amis, alors, une fois ici, parce que tu es ici depuis de nombreuses années, est-ce que tu as retrouvé des amitiés haïtiennes? Est-ce que tu t'es imprégné de la culture québécoise? Là, on sait que tu aimes la poutine, tu en as parlé tantôt. Ouais, on sait qu'il y a une forte communauté haïtienne à Montréal, mais étant donné moi-même, j'ai commencé à l'université, donc c'était un peu difficile d'aller vers Donc, tu t'es intégré en Ouais, premier c'est- parmi la communauté d'accueil, Ouais, avec des Québécois. Oui, avec le Québécois. Et est-ce que tu as un artiste ou un artiste québécois préféré que tu as dit ça? Là, je ne peux pas dire. Vous ne connaissez pas David Lapierre, hein? Oui, je connais. Dans la période de Cyrano, Mais ça, c'est les autres. je suis pas trop fan des trucs De musique. de première de tout ça. J'ai parlé en Haïti, il y a un seul artiste que j'aime, c'est Réginald Kangé, parce que j'aime son thème vocal, mais pas possible. D'accord. Et parmi les scientifiques, est-ce que les scientifiques québécois, est-ce qu'on fait bonne figure Ah oui? Oui. C'est toi l'université. Oui. à l'Université du Camp? Moi, le camp, par exemple, je peux prendre l'exemple de mon directeur de thèse. Donc, Oui. c'est quelqu'un, donc, Oui, tu disais qu'il est un peu comme son dauphin, là. Il va prendre sa retraite. il est parti à la retraite, donc, Juste voilà. me rappeler son nom. C'est Jean-Philippe Rose. Ouais. OK, une sommité. Oui. Et ça, choisi. Surtout en évaluation environnementale et en aide spécifique à la décision. Jean-Philippe Womba. Il s'appelle Jean-Philippe Womba. R-O-B. A-W-A-A-P-B. Womba. Puis c'est ça, il a choisi Zurchek pour lui léguer son savoir parce qu'il va prendre sa retraite bientôt. Donc, J'ai été son dernier étudiant en thèse, donc le premier et le dernier haïtien qu'il a encadré. Et ça, il est parti à la retraite. Donc, C'est très intéressant la question que tu as posée tantôt par rapport à à la ville, ça va très bien, à l'université également. Et moi, j'ai trouvé sa réponse très intéressante quand il te dit j'ai pas le temps ni l'occasion d'aller fréquenter la communauté haïtienne. Et moi, mon hypothèse, moi je suis là depuis bientôt 30 ans, mon hypothèse, c'est que la grande majorité des immigrants, surtout francophones au Québec, premièrement, sont invisibles. Deuxièmement, ne fréquentent pas ce qu'on appelle les communautés. Contrairement aux immigrants d'il y a 2-3 générations. Pourquoi? Parce que les gens qui viennent maintenant des pays du Sud en général et qui sont acceptés comme immigrants reçus sont diplômés, ont une expérience et s'intègrent beaucoup plus au plan professionnel avec des amis d'ici et d'ailleurs qu'avec ce qu'on appelle une communauté.
D'ailleurs, j'ai eu moi-même, quand je faisais ma thèse à l'UQAM, j'ai eu moi-même des discussions assez fortes avec mes directeurs de thèse parce qu'ils voulaient m'obliger à choisir la communauté marocaine. J'ai dit, je la connais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Les gens qui n'ont pas beaucoup fait d'études ou qui viennent, qui connaissent pas la langue, vont normalement aller vers un soutien le plus évident. C'est les gens qui parlent italien pour les Italiens d'après-guerre, ou portugais, ou arménien, et ainsi de suite. Mais ceux qui viennent depuis 20-30 ans, ça n'a rien à voir avec ça. D'ailleurs, on le voit à Laval, et vous pouvez le vérifier, Zurcher. Moi, j'avais travaillé à un certain moment à Laval, et j'étais fasciné par la dispersion géographique. Mais il n'y a pas de ghetto du tout. Il n'y en a pas. Il Ils sont tout partout. Il n'y en a pas. Il y a un peu plus d'Haïtiens vers l'Est. Il y a un peu plus de communautés arméniennes ou autres à Chomédé. Mais les 30 dernières années, les gens s'installent partout, que ce soit à Montréal ou à Laval. C'est une grosse différence. Et donc, on ne peut plus parler aujourd'hui de communauté. Ça n'a plus de sens. Ce sont des Québécois arrivés d'ailleurs ou nés ailleurs. Moi-même, j'ai passé toute une grosse partie de mon temps à l'université dans un laboratoire, échanger avec des gens qui viennent d'autres pays, tout ça. Là, c'est un peu difficile d'aller vers la communauté ancienne. Des fois, tout travail dans la manufacture, etc. Donc, vous voyez, c'est très bien expliqué. C'est ça. Puis aussi, ton emploi du temps ne permet pas beaucoup d'avoir de moments. Voilà. En fait, on a discuté ensemble si tu avais eu la chance d'aller visiter le territoire québécois. Puis que pour le moment, ça ne s'était pas donné encore. Oui, auparavant, j'avais pas cette chance-là. Donc, c'est après ma thèse. Donc, j'ai eu la chance d'aller faire des visites. Au niveau du territoire, c'est le cas, par exemple, de aller dans les Nord pour visiter notre territoire, etc. Donc, voilà. C'est l'une des raisons. Et il a bien expliqué. Merci, Brice.